Que va-t-il advenir de la région bruxelloise ? Vendredi, cela fera 600 jours que les élections régionales ont eu lieu et depuis lors, Bruxelles est toujours à la recherche d'un gouvernement et d'un budget. Le retrait du formateur Ivan Verhofstadt la semaine dernière plonge la région dans l'incertitude. Elle se retrouve dans une impasse politique et économique. Pour en parler avec nous, Guillaume Delvaux, doctorant en droit constitutionnel à l'UC Louvain. Je m'appelle Loïc Streuss. Vous écoutez Perspective, un podcast de Trends Tendance. Bonjour Guillaume Delvaux. Bonjour. Ma première question, elle est très simple. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle en région bruxelloise ? Alors il y avait eu un peu une période d'espoir, on va dire, avec l'initiative d'Ivan Verhofstadt. On se sentait, en tout cas des échos, qu'on pouvait avoir des négociateurs, qu'on commençait à avancer. Et puis ça a commencé à sentir de plus en plus mauvais avec déjà le CDNV qui dit qu'il ne participera pas au gouvernement même s'il voulait bien soutenir de l'extérieur. Défi qui est venu ajouter toute une série de conditions pour participer dans ce gouvernement. Et enfin Dirk De Smet qui annonce qu'il ne participera pas aux réunions et ce qui a vraiment précipité la fin de cette initiative-là. C'était un peu l'initiative de la dernière chance d'une certaine manière, on a l'impression, parce que c'était l'une des seules formules qu'on n'avait pas encore explorées. Donc ça veut dire que maintenant, à part si un des vétos est levé, c'est-à-dire soit le veto d'un des partis contre la team Fouad Haïdar, ou alors le veto contre la NVA du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste, exactement. Si ces vétos-là ne sont pas levés, on a l'impression qu'on n'arrivera pas, en tout cas selon les voies classiques, à former un gouvernement de plein exercice. Donc la situation est quand même, on est retourné à la case départ 600 jours après, on ne sait pas trop ce qui va advenir. Et en plus de cela, on a l'impression que la fin de cette initiative a également été synonyme de tensions naissantes au sein du gouvernement en affaires courantes, notamment autour de la personnalité de Dirk De Smet, et donc avec un risque en plus que ce gouvernement en affaires courantes qui a déjà des pouvoirs extrêmement réduits, eh bien s'il n'y a plus d'entente au sein de ce gouvernement, on risque d'être encore plus à l'arrêt à Bruxelles. Et on y reviendra évidemment parce que la personnalité du ministre du budget ou du secrétaire d'État du budget, Dirk De Smet, est vraiment centrale. Mais avant toute chose, je voulais juste savoir en quoi les propositions d'Ivan Verhofstadt étaient à ce point non négociable pour Anders, donc le nouveau nom de l'Open VLD, parce que lorsqu'il a tenu une conférence de presse annonçant la fin de sa mission, il avait évoqué son projet qui visait à ramener le déficit à 248 millions en 2029. Il y avait 65 réformes concrètes sur la table, 14 chantiers avec des deadlines précises. Il avait même trouvé une amélioration d'1 milliard pour redresser la trajectoire budgétaire. Alors, en fait, il semblait cocher toutes les cases et malheureusement, ça n'a pas suffi. Il semble que Anders montre ne pas avoir vraiment envie de participer à cette initiative-là. Alors eux vont justifier ça notamment par le fait que le CDNV finalement ne participait plus à cette initiative-là. Ils ont rendu encore plus élevées leurs exigences en matière de réduction de déficit vu qu'eux voulaient arriver à l'équilibre budgétaire d'ici 2029, ce qui aurait été très ambitieux et qui en plus n'est pas spécialement si urgent que ça. Enfin, en tout cas, revenir à l'équilibre. Et donc, on peut se demander un peu, est-ce que Anders a vraiment envie qu'on arrive à un gouvernement à Bruxelles ? Est-ce que, alors qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer un tel refus. D'une part, Frédéric de Gucht a jusqu'à présent construit son image autour d'un rempart face au PS bruxellois, refusant de céder aux exigences du PS et donc voulant envoyer ce signal-là plutôt en Flandre, d'ailleurs, qu'à Bruxelles, de partis qui ne se laissent pas ou ne se laissent même plus marcher dessus par le PS, vu que c'est un reproche qu'on a pu faire dans le temps quand c'était encore l'Open VLD. Et puis aussi, au final, on peut se dire que la position d'Anders actuellement dans le gouvernement en affaires courantes est assez confortable, vu que Dirk De Smet en tant que ministre du budget dans le contexte actuel, eh bien ça lui donne de réels pouvoirs. C'est un peu position centrale. Une position centrale au sein du gouvernement. C'est un peu lui qui tient la baguette et notamment via certaines dispositions, par exemple dans l'ordonnance sur les 12e provisoires pour janvier-mars 2026, il y a un article qui a été assez fort critiqué, un article 18 qui dit que le ministre peut ventiler
des crédits. Donc par exemple, il peut décider de diminuer les crédits d'un programme pour diminuer soit la concurrence, soit avec une somme moindre des crédits dans d'autres programmes. Et donc c'est lui aussi qui est le seul à pouvoir préparer et déposer avec l'accord des autres un budget. Donc voilà, pour un parti qui a 2 sièges au Parlement actuellement, ça lui donne un réel pouvoir au sein de cet exécutif en affaires courantes. Donc on comprenne bien, par exemple, pour les 12e provisoires, il revient à Dirk de Smet et à lui seul d'éventuellement décider à quoi est alloué un budget ou un financement, et à l'inverse, il pourrait être tenté de réorienter des financements. C'est bien cela. Il n'est pas obligé de passer par le Parlement, il n'est pas obligé de demander l'accord de la nouvelle majorité. Voilà, exactement. Donc en fait, ces articles-là, et tant qu'on fonctionnera en 12e provisoire, ce sera comme ça que ça se passera. Le Parlement est mis sur la touche. Enfin, le Parlement vote quand même les 12e provisoires, mais bon, si le Parlement refuse de voter les 12e provisoires, là, on arriverait vraiment dans une période de très grande incertitude. Donc on soit bien d'accord, les 12e provisoires, ce sont en fait ces budgets au mois par mois qui sont votés et qui sont basés sur le budget de l'ancienne législature. Voilà, donc c'est le dernier budget qui a été voté, donc ça aussi c'est important à avoir en tête. Le dernier budget à avoir été voté, c'est le budget 2024 qui a été élaboré vers octobre-novembre 2023. Donc en réalité, ça fait bientôt 30 mois que ce budget a été élaboré et on continue de fonctionner avec. Donc en fait, ce budget n'est plus réaliste, il ne correspond plus à la réalité actuelle. Et donc en réalité, c'est le gouvernement en affaires courantes et surtout Dirk de Smet qui décide un peu quelles sont les dépenses que l'on fait. Et donc ce n'est pas le Parlement qui décide. On y reviendra sur le coût de cette crise politique, mais ma première question par rapport aux perspectives qui se présentent à la région bruxelloise, c'est maintenant, on fait quoi ? On est dans une impasse, vous venez de le dire, on a déjà testé plus ou moins toutes les formules qui tiendraient debout, qui permettraient de dégager une majorité francophone, néerlandophone on le suppose, pour former un gouvernement. Maintenant, que se passe-t-il ? Alors, on n'a pas 15 000 choix, on a parlé de gouvernement de techniciens, mais même ça, c'est de la théorie et personne n'y croit. Voilà, en fait, le problème, c'est d'arriver, au final, à une coalition avec une double majorité qui est vraiment prête à vouloir cet accord. On a l'impression que pour l'instant, en fait, on n'a pas de double majorité qui est prête à se mouiller le maillot, on va dire, pour arriver à un accord. Alors, donc, soit on continue avec les affaires courantes, ce qui est difficilement tenable, en réalité, ou alors on pourrait décider d'élargir un peu le mandat. Enfin, il faudrait une majorité au Parlement pour élargir le mandat du gouvernement actuel en affaires courantes pour qu'il ait un peu plus de marge de manœuvre. Mais au final, quoi qu'il arrive, si on reste comme ça jusque 2029, en réalité, le gouvernement actuel en affaires courantes va devoir prendre de plus en plus de mesures, puisque dans les affaires courantes, il y a ce qu'on appelle les mesures urgentes, donc des mesures qui doivent être prises pour éviter un préjudice à l'avenir pour la région. Et donc forcément, il y a de plus en plus de mesures qui vont devoir s'imposer à ce gouvernement en affaires courantes qu'il va devoir prendre, mais le tout en étant minoritaire, sans avoir la confiance au sein du Parlement. Et aussi avec éventuellement une démotivation de certains. On a vu Nawal Benamou qui a quitté son poste au logement. On a Bernard Clerfailly qui lui aussi se pose des questions. Rudy Verwoerd qui, on le rappelle, ne s'était pas représenté, donc espérait couler des jours un peu plus heureux. Donc il y a aussi des personnalités derrière qui ne soutiennent peut-être pas cette option. C'est exactement. Et alors, ce qui m'amène à une deuxième possibilité que je vois, qui n'est vraiment pas idéale, mais qui pourrait servir, on va dire, de rustine jusque 2029, ce serait qu'il y ait une double majorité de partis qui se mettent d'accord, non pas sur un programme ou un accord, mais uniquement sur des personnes qui ne seraient pas, qui pourraient être issues des partis, ça ne doit pas spécialement être des experts, et qui agirait vraiment à peu près comme le gouvernement en affaires courantes actuellement, mais avec un peu plus de marge. Ce seraient des personnes qui devraient faire consensus sur ces doubles majorités et qui serviraient un peu de relais entre le Parlement et l'administration, afin de permettre au moins à l'administration de se remettre en marche, parce qu'en fait l'administration elle est aussi à l'arrêt avec en tout cas fortement ralentie avec le gouvernement en affaires courantes. Et donc avec ça,
remettre le Parlement lui aussi en marche, vu qu'à partir du moment où on n'a pas de majorité, on n'a pas de coalition, en fait on pourrait avoir des majorités diverses pour au moins avancer sur certains sujets, certains dossiers, et avoir cette sorte de mini-gouvernement, mais qui serait un gouvernement, donc comme je le disais, avec très peu de pouvoir, qui mettrait en place ce que décide le Parlement. C'est pas du tout avec ça qu'on va réformer Bruxelles, qu'on va faire vraiment avancer les choses, mais si on arrive à la situation où le gouvernement en affaires courantes ne s'entend plus et on n'arrive plus à fonctionner, ça pourrait être une option que je vois. L'autre option qui était évidemment sur la table, c'est un retour aux urnes. Et là, il y a un article de la Constitution. Là, c'est le fédéral qui devrait se positionner, pour faire clair et court. Il y a un article de la Constitution qui le permet, mais vous, ce retour aux urnes, vous êtes plutôt contre. Donc l'idée en elle-même d'un retour aux urnes, s'il y avait tout un dispositif qui existait, si ça avait été réfléchi institutionnellement, en soi, ça pourrait être une idée, même si je ne suis pas sûr que ça changerait énormément de choses dans le cas présent. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de droit de dissolution qui est prévu pour les entités fédérées, que ce soit la région bruxelloise ou les autres régions et les communautés. La 6e réforme de l'État a un peu ouvert la voie en modifiant certains articles de la Constitution, mais qui prévoit qu'on doit adopter une loi spéciale. Donc c'est une loi qui doit avoir les 2/3 du Parlement, une majorité dans chaque groupe linguistique à la Chambre et au Sénat, donc au niveau fédéral. Et puis ensuite, il faudrait également qu'il y ait une ordonnance spéciale qui soit adoptée à Bruxelles aussi, avec double majorité et les 2/3. Donc cette piste-là, en fait, elle est politiquement pratiquement impossible à mettre en route. Et donc, une piste qui a été évoquée, sinon, c'est d'utiliser, comme vous le disiez, un article de la Constitution, qui est l'article 195, qui est en fait l'article qui encadre la révision de la Constitution, pour forcer la modification des articles de la Constitution liés au Parlement des entités fédérées et prévoir un peu en mesure one-shot une dissolution du Parlement bruxellois. Le problème, c'est que déjà, ça implique de modifier des articles qui ne sont pas ouverts à révision, alors que normalement, dans la procédure classique de la Constitution, il faut qu'ils soient ouverts à révision. Donc le processus n'est pas très élégant, on va dire. Mais en plus de cela, ça reviendrait à faire une modification institutionnelle à partir d'une révision de la Constitution et donc en contournant les lois spéciales. Alors dans le cas ici, ça pourrait être animé des meilleures intentions et ne pas poser un problème, mais on ouvre un peu la boîte de Pandore à ce que plus tard, pour d'autres réformes qui seraient peut-être moins avantageuses pour les régions et les communautés, on décide de modifier le cadre institutionnel belge via une révision de la Constitution, ce qui veut dire en n'impliquant pas d'office une majorité dans chaque groupe linguistique. Et donc on pourrait avoir par exemple les francophones qui seraient minoritaires, mais on aurait une majorité des 2/3 sur le Parlement qui changerait le cadre institutionnel. Donc c'est pour ça que j'émets énormément de réserves par rapport à cette piste. Oui, et donc on l'entend, la situation est devenue très complexe, très lourde, très technique. Il y a un autre élément qui était sur la table. Il y avait non seulement évidemment des négociations autour d'une potentielle coalition gouvernementale, il y a aussi le budget 2026. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'un budget est indispensable ? Alors en budget, en fait, c'est une feuille de route pour l'action publique. C'est là où on annonce les dépenses, les recettes que l'on va avoir. Donc en fait, ça permet déjà d'y voir clair, autant pour le Parlement, les responsables politiques, que par exemple pour les marchés qui vont prêter de l'argent à la région. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Comme je le disais, on fonctionne actuellement en 12e provisoire sur base d'un budget qui date d'il y a bientôt 30 mois. Donc c'est difficilement tenable. Et en plus de cela, il y a, comme je disais, il faut envoyer des informations au marché pour qu'ils savent un peu où on va. Et là, donc, de ce qu'a dit Dirk de Smet, il faudrait qu'on réduise le déficit 2026 à 1 milliard d'euros. C'est la condition, on va dire, pour avoir des prêts de Belfius notamment. De Belfius notamment. Alors, l'accord n'est pas public, donc on ne sait pas ce qui se passerait si l'on n'avait pas un déficit supérieur à 1 milliard d'euros. Mais en tout état de choses, il semble vouloir aller dans la voie de faire des économies. Mais donc, si les économies sont faites hors budget, comme on en parlait tout à l'heure, ça veut dire que le Parlement est mis sur la touche, n'est pas qu'il y ait un processus qui est réellement transparent. Tandis qu'un budget, ça a l'avantage d'être transparent, d'être discuté et débattu au Parlement. Et donc, dans le cadre actuel, on a un gouvernement qui est minoritaire, eh bien, ça permettrait d'avoir une majorité qui se rassemble et qui approuve ce budget. La situation bruxelloise, elle est alarmante. Le niveau de la dette ne cesse de se creuser. Il atteint près de 16 milliards. En tout cas, c'était plus ou moins les chiffres qui ont été communiqués fin de l'année dernière. Et les recettes, elles, par contre, elles sont
sous les 7 milliards. Donc en fait, il y a un déséquilibre à Bruxelles entre les dépenses qui creusent la dette et les recettes qui sont inférieures. Il est là tout l'enjeu autour justement de cette nécessité de rendre à nouveau la région pérenne. Voilà, exactement. Comme je disais, on se base sur le budget 2024, qui est un budget avec plus ou moins un déficit de 1,5 milliard d'euros. Donc sur l'année 2025, des mesures ont été prises pour aller en dessous du déficit qu'on aurait eu si on avait appliqué purement ce budget 2024. Donc en réalité, on devrait être, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais d'après ce qui a été dit, on devrait être aux alentours d'un déficit d'1,250 milliard d'euros. Et donc l'enjeu ici, comme je disais, ce serait, en tout cas dans la volonté qui est affichée actuellement, ce serait d'arriver à un déficit d'environ 1 milliard d'euros. Le gros risque actuellement, donc le risque d'un shutdown ou d'une crise de liquidité, comme on a pu en parler, qui était assez présent à la fin de l'année 2025, semble être écarté pour 2026, puisque, comme vous l'avez dit, Belfius notamment a mis des garanties pour que la région puisse emprunter suffisamment d'argent, donc ça devrait être bon. Maintenant, si on n'a toujours pas de gouvernement, on va se poser la question de 2027. Et ce qui est sûr, en tout cas, et donc ça, c'est pas des estimations, des prédictions, ce qui est sûr, c'est que l'on est maintenant plus ou moins à 500 millions d'euros de charges d'intérêt. Donc pour emprunter, les intérêts nous coûtent plus ou moins 500 millions d'euros par an, ce qui représente un peu moins de 10% des recettes. Donc c'est dans tous les cas énormément d'argent public qui est dépensé uniquement à la dette et pas à différents projets publics. Et c'est ça en réalité la priorité absolue, c'est d'essayer de stabiliser et de diminuer ces charges de dette pour dégager plus d'argent public pour d'autres projets. Alors vous avez évoqué le risque de shutdown qui, en tout cas pour l'année 2026, est écarté. Ça signifie que les fonctionnaires pourraient être payés, tout comme les allocations familiales. Mais est-ce que cette crise, malgré tout, a eu un impact sur l'emploi ? On a entendu notamment des gens du secteur associatif être écartés, faute de budget. Est-ce qu'il y a eu d'autres répercussions ? Tous les secteurs sont touchés, en tout cas tous les secteurs qui dépendent de la région. Donc le secteur associatif, lui, est touché car il reçoit, comme on n'a pas de budget, les subsides ne sont pas payés de manière régulière, les subsides sont réduits, tout le monde ne reçoit pas ces subsides et donc toute une série d'associations sont obligées de se séparer de membres de leur personnel. Mais par exemple, le secteur de la construction est aussi impacté puisque d'une part, il y a moins de gros travaux publics vu qu'on n'a pas de gouvernement de plein exercice. Mais en plus de ça, par exemple, les primes Rénolution, donc qui étaient des primes accordées pour rénover des bâtiments, ne sont plus versés actuellement. Donc ça veut dire que les gens ou des entreprises vont moins faire ces travaux maintenant et vont les reporter en attendant qu'il y ait de nouveau ces primes. Donc ça veut dire moins de travail pour ce secteur-là. Il y avait visiblement 10% des entreprises de la construction qui sont menacées. Voilà. Et toujours, par exemple, dans le secteur du logement, en fait, la SLRB a été au bord de la crise de trésorerie. En tout cas, n'avait pas assez de trésorerie pour finir 2025. La région est venue l'aider, mais la condition, c'est que la SLRB doit rembourser sa dette qu'elle a envers la région bruxelloise, qui est d'un peu moins de 200 millions d'euros, et tant qu'elle n'aura pas remboursé cette dette, la région ne viendra plus l'aider. Et donc, ça implique que la SLRB va devoir se séparer d'actifs, donc en fait de bâtiments qui auraient pu servir à des logements sociaux qui vont devoir être vendus dans les prochains mois. Et donc la SLRB, qu'on soit clair, c'est la société du logement à Bruxelles. Donc en fait, c'est la société qui gère énormément, en tout cas une bonne partie du parc de logements sociaux à Bruxelles. Oui, logement qui est par ailleurs une autre problématique en région bruxelloise. Est-ce qu'on peut évaluer le coût de la crise politique que traverse Bruxelles depuis le mois de juin 2024 ? C'est difficile vu que c'est énormément, c'est beaucoup d'impacts indirects en fait. Il y a des impacts directs, des impacts indirects. Je vous parlais des charges de dette. Après, on ne peut pas savoir à quel niveau elles seraient si on a vu un gouvernement et un budget. Donc c'est difficile de donner comme ça un coût économique, mais c'est sûr que ça fait mal à l'économie. On parle de 2 milliards, c'est un chiffre qui est souvent avancé, que la dette aurait augmenté près de 1,5 milliard, 2 milliards depuis les élections de 2024. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont plus ou moins corrects ? Oui, c'est ça. Là où la dette augmente entre 1,2 1,5 milliard d'euros chaque année, c'est le déficit. Hein. Donc on dit plus ou moins en fait que chaque mois, c'est 100 millions d'euros
de déficit qui sont en plus par rapport à avant. Donc oui, ça continue d'augmenter. Mais comme je disais, ce qui est surtout embêtant, c'est les charges de dette. Parce que la dette, au final, même si on a une dette élevée à la fin, si on arrive à nouveau emprunter sur les marchés à des taux assez réduits, alors on diminuera ces charges de dette. Une dernière question. Quels sont les grands défis de l'année ou des années à venir pour la région bruxelloise? Est-ce que vous avez un avis par rapport à ces grands objectifs qui doivent être dressés dans les années à venir ou les urgences des prochaines années? Alors les défis sont très nombreux et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement embêtant qu'on n'ait pas, du coup même scandaleux qu'on n'ait pas de gouvernement, puisque par exemple, on a parlé du logement. Là on se retrouve à vendre des logements alors que c'est l'inverse, on a besoin de plus de logements sociaux à Bruxelles. On a des défis au niveau du socio-économique. On a la région bruxelloise est la région la plus pauvre du pays, c'est la région avec le plus haut taux de chômage, avec les réformes en cours. Ça impacte énormément la région bruxelloise, donc il y a des grands défis là-dedans. Il y a des défis également institutionnels, la place de Bruxelles dans l'État fédéral belge, une gestion plus efficace des politiques publiques. L'enjeu, on en a beaucoup parlé, l'enjeu financier, budgétaire, de pouvoir de nouveau que la région ait suffisamment de marge pour pouvoir redéployer des politiques, puisque tant qu'elle sera avec des charges de dette élevées et qu'elle va plutôt dans une direction de devoir prendre des économies plutôt que de pouvoir faire des investissements, de nouveau on ralentit l'action publique à Bruxelles. Et enfin, je terminerai par là, c'est qu'il va falloir réparer aussi la casse démocratique qu'aura provoqué cette crise, puisque actuellement, chez les personnes qui votent à Bruxelles, le signal envoyé est extrêmement négatif, puisqu'on a l'impression que le vote de 2024 n'a servi à rien. Et si cette situation dure jusque 2029, ça risquerait d'être encore pire d'ici là. Donc il va falloir regagner la confiance de l'électeur à Bruxelles. Regagner la confiance de l'électeur à Bruxelles, et ça ne va pas être une mince affaire. La région maintenant est dos au mur, on l'a bien compris. Merci Guillaume Delvaux. Et on le rappelle, vendredi, cela fera 600 jours sans gouvernement bruxellois. À cet égard, une manifestation citoyenne est prévue vendredi, pour protester contre le blocage politique. C'est la fin de ce nouvel épisode de Perspective. Au revoir. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux canaux. À très bientôt.